Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers auditeurs et bienvenue pour un nouvel épisode de nos grands entretiens. Storia Voce, je le rappelle, est une radio associative. C'est grâce à vous que nous existons. Si vous souhaitez nous aider, rendez-vous sur storiavoce.com. Alors vous pouvez faire un don et en échange, je vous envoie un livre de votre choix. Mais sachez aussi que Storia Voce est reconnu d'utilité public, donc vos dons peuvent être défiscalisés. Si vous donnez 100 € par exemple, votre don ne coûte que 33 € et vous déduisez 66 € de vos impôts. Si vous choisissez cette dernière option, nous vous enverrons un reçu fiscal. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas bien entendu à nous contacter sur le site storiavoce.com. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission. En 843 se dessine en France une frontière qui va conditionner le destin de l'Occident. Cette frontière sépare cet Occident en deux, d'un côté la France et de l'autre l'Allemagne, pour schématiser. Ce bipartisme influencera toute l'histoire de l'Europe. L'empereur en place à l'époque du partage de Verdun n'est ni Clovis, il n'est ni Charlemagne, il n'est pas Capet non plus, mais c'est Charles le Chauve. Charles le Chauve, c'est le petit-fils de Charlemagne dont la popularité s'est effacée derrière celle de son ancêtre. Et pourtant, l'empereur dont il est question a voulu très tôt entretenir sa mémoire. Exemple, il a même institué un banquet national pour fêter l'anniversaire de sa naissance, puis celle de son avènement et de ses noces. Ces banquets devaient avoir lieu dans les monastères. Alors, quel est le véritable rôle politique de ce Charles Chauve qu'on a un petit peu oublié ? Quel est son rôle dans l'élaboration de la France telle qu'on la connaît aujourd'hui ? Qui est-il et pourquoi a-t-il été un petit peu oublié ? Mais il n'a pas été oublié par l'historien Laurent Thès que je reçois aujourd'hui et qui remet un petit peu au goût du jour Charles le Chauve, l'Empire des Francs. Bonjour Laurent Thès. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc de publier une biographie de Charles le Chauve aux éditions Gallimard. Vous êtes donc médiéviste, mais pas seulement. Vous étudiez également le 19e siècle, donc l'époque contemporaine, et vous êtes célèbre, pour n'en citer qu'une seule, célèbre grâce à une biographie de Guizot. Alors, une première question un peu basique, un peu banale, mais finalement qui nous intéresse tous. Pourquoi est-ce que on connaît si peu Charles le Chauve et pourquoi est-ce qu'on évoque systématiquement son grand-père, Charlemagne, lorsqu'on évoque les origines de la France ? On parle bien entendu de Clovis, mais Charles le Chauve est oublié derrière la figure de son grand-père. Vous avez raison, on le connaît si peu que vous en faites un empereur en 843, alors qu'il ne sera qu'en 875. Mais c'est très bien de rabattre au fond la fin sur le début, puisque dans la mémoire collective, ou plutôt ce qu'il en reste, ou ce qui n'en reste pas, le titre d'empereur est accolé au nom de Charles le Chauve. Alors pourquoi a-t-il été oublié, mis dans l'ombre ? Il y a un peu de sa faute à lui, c'est-à-dire qu'il a voulu toujours mettre ses pas dans ceux de son grand-père prestigieux, Charlemagne, qui est une figure tutélaire de la monarchie franque, puis française. Et dès lors qu'il a voulu lui-même, de son vivant, s'assimiler à la figure de son grand-père, il n'est pas incompréhensible que la postérité elle-même ait rabattu Charles le Magne sur Charles le Chauve au point de le camoufler. Toute l'ambition de Charles le Chauve, qui a régné 43 ans, a été de se faire reconnaître comme l'héritier, le successeur, et même, je dirais, la figure renouvelée de son grand-père, Charlemagne. Il a porté au plus haut les vertus, les mérites, la réputation de l'empereur et de l'empire carolingien. Et après lui, l'obscurité est encore plus épaisse. Alors, avant de réfléchir un peu sur cette vie, sur son parcours politique, est-ce que vous pourriez donner les dates de ses couronnements, puisque Charles le Chauve n'est pas roi qu'une seule fois, pour qu'on se situe un petit peu dans le temps ? Alors, Charles le Chauve, Charles, qui n'est pas encore chauve à sa naissance, mais qui le deviendra, semble-t-il, assez vite, est né en 823. Il a été couronné une première fois du vivant de son père, Louis le Pieux, en 836, puis en 839, puis à plusieurs reprises encore, une fois à Orléans en 840, une autre fois comme roi de Lorraine, on appelle cela la Lotharingie à l'époque, en 869, et enfin empereur d'Occident en 875 à Rome,
le jour même, 75 ans, jour pour jour et heure pour heure, après son grand-père, Charlemagne. Ce sont des couronnements successifs à mesure que son ère d'influence et même de gouvernement s'étendait depuis l'ouest vers l'est. De quand vous avez évoqué un petit peu sa calvitie, mais alors est-ce qu'on peut dater aujourd'hui de cette appellation Charles le Chauve? C'est un surnom qui est un petit peu moins glorieux que Charles le Grand. Oui, mais enfin d'abord il y a des grands chauves et il y a des chauves grands et cette épithète n'est pas diffamatoire. On sait que saint Paul, dans les évangiles, ou plutôt dans les actes des apôtres, et dans ses lettres est reconnu comme un chauve. Le prophète Élisée, naguère, était aussi désigné, on avait pris la peine dans l'Ancien Testament de souligner cette caractéristique physique, chauve. Jules César aussi était chauve. On s'en moquait, mais lui-même le revendiquait. Donc Charles le Chauve, on a des attestations de son vivant du surnom qui lui a été accolé. Il existe un poème qui a été écrit tout à fait à la fin de sa vie à lui, Charles le Chauve, il commence, dont tous les mots commencent par la lettre C, et qui exalte, au fond, qui fait un éloge de la calvitie et des chauves. Donc Charles le Chauve, ce n'est pas un diminutif, c'est un surnom, je dirais avec un langage contemporain sympathique, mais qui ne lui a pas été évidemment adressé n'importe comment, et dont lui-même n'a jamais fait état dans ses actes officiels. Alors vous dites qu'il essaye de souligner la parenté avec Charlemagne, il suit ses pas, il essaye de suivre ses pas, mais pas seulement. Au milieu de votre ouvrage, où il y a de très belles illustrations en couleur, on voit vous présenter un ouvrage sur lequel on voit le roi David sous les traits de Charles le Chauve. Charles le Chauve a essayé de s'identifier au roi biblique. Alors vous avez tout à fait raison, il a procédé de façon très délibérée, à des assimilations avec des personnages qui paraissaient pouvoir contribuer à sa réputation, à sa grandeur et à signifier sa mission au sein de l'Occident. Il a commencé, si on le prend dans la chronologie de l'Occident, il a commencé par David. En effet, parce que David est un roi lettré, est un roi chanteur et est un roi prophète. Prophète et roi. Ensuite, avec le roi Josias, qui est un descendant de David, qui a donné des lois, on dirait presque une constitution à Israël, comme Charles le Chauve a essayé de constituer, au sens originel du terme, l'ensemble de ses royaumes. Ensuite, il s'est identifié, délibérément encore, à l'empereur Constantin, le premier empereur chrétien, puis à l'empereur Théodose, qui lui-même a imposé le christianisme comme seule religion dans l'Empire. Et enfin, à son grand-père. Il a donc des référents multiples qu'il a puisés dans l'histoire sainte, dans l'histoire romaine, et enfin dans l'histoire que je dirais familiale. On parle donc de ces assimilations. Il y a beaucoup de traces écrites en fait de cette époque-là. Est-ce qu'on peut décrire physiquement cet empereur des Francs à partir des illustrations? C'est une question très contemporaine, mais qui mérite d'être posée, mais très contemporaine. C'est un souci que n'ont pas les historiens, les contemporains, jusqu'à une période assez avancée dans le Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce que tout l'effort est justement de donner des traits pérennes, éternels, emblématiques, à des personnes physiques qui ne sont que des incarnations passagères d'un principe éternel. Mais enfin, on sait, sans que la description soit donnée, qu'il était grand, qu'il est très grand, qu'il était d'une robustesse physique considérable, que c'était un sportif, quelqu'un capable de chevaucher pendant des heures, de jour et de nuit. C'était quelqu'un qui faisait la guerre sans l'aimer, comme on dit. Non, il l'aimait aussi un peu. Et ce qu'on aperçoit le mieux, c'est que c'est un roi dont la parole, à la différence de la mienne, porte loin et fort. C'est quelqu'un qui est capable, et c'est important pour gouverner à cette époque, et ça le sera encore très longtemps, il est capable de prendre en main, par la voix, par le discours, une foule qu'il faut imaginer nombreuse, quelques centaines de personnes, sans évidemment des moyens techniques pour propager la parole, et de les tenir par sa rhétorique, par son éloquence, qui est à la fois physique, mais aussi intellectuelle, je dirais affective et un peu complice. Il est capable de retourner un auditoire en le mettant, j'ose pas dire les rieurs de son côté, mais presque. C'est donc quelqu'un qui, davantage que d'autres personnages de son époque, et même immédiatement après lui, vous avez eu la gentillesse de rappeler que j'avais écrit sur Rue Capet. Sur Rue Capet, je ne pourrais rien vous dire, d'aucune sorte, sur son apparence, son aspect physique, ses mœurs, rien. Sur Charles le Chauve, nous voyons davantage, parce que lui-même l'a voulu, il a un sens de la mise en scène, par l'iconographie, que l'éditeur a bien voulu consentir pour ce livre, mais aussi par des mises en scène idéologiques dont il avait
quelque sorte le monopole. On le voit avec ses frères. Quand il est réuni avec ses frères, Lothaire et Louis, ou ses neveux, eh bien, même s'il est le plus jeune, c'est lui qui prend le pas sur les autres, qui ouvre la discussion et qui la clôt. C'est donc quelqu'un qui gouverne par la parole, d'autant mieux que cette parole est immédiatement transcrite. Et comme vous l'avez dit aussi, le rôle de l'écrit dans cette période est très supérieur à l'idée qu'on s'en fait. Alors venons aux sources. Quels sont les grands corpus de sources, d'archives qui vous ont servi pour écrire cette biographie ? Elles sont, vues d'aujourd'hui, restreintes. Elles sont, vues de l'époque, de ce qu'on sait de l'époque, considérables. La production archivistique du règne de Charles Chauve est très supérieure à celle de son grand-père, Charlemagne, ou à celle de son père, Louis, qui ont pourtant régné longtemps et autoritairement. Le corpus est composé d'une part des actes officiels, c'est-à-dire ce qu'on appelle les diplômes, les chartes, les décisions qui sont consignées ensuite dans des actes écrits. Il y en a plus de 400 pour Charles le Chauve, il n'y en a que 300 pour son grand-père Charlemagne. Par des chroniques et des annales, c'est-à-dire au fond l'histoire année par année du règne de Charles le Chauve, qu'il a pris grand soin de confier à des personnalités capables d'exercer cette mission, pris généralement dans sa famille, ou plus tard dans son entourage proche. Enfin, j'allais dire presque surtout, mais c'est la partie qui nous a été le moins conservée, par des traités, des récits, ce qu'on appelle des hagiographies, c'est-à-dire des vies de saints, des ouvrages de dogmatique, de théologie, où le pouvoir royal était partie prenante. Et enfin, par des poèmes, par des poésies, souvent très longues, pas toujours très faciles à interpréter, et encore moins à traduire aujourd'hui, mais qui font référence à des conceptions, à des personnages, à des problématiques de l'époque, et qui sont très très abondantes. On a conservé des milliers de vers de l'époque du règne de Charles le Chauve. Il faut savoir ce que c'est que d'écrire à l'époque. Il fait froid, on écrit sur du parchemin, sans éclairage, debout, avec une plume qu'il faut retailler tout le temps, et c'est extrêmement onéreux. Donc écrire une page, ça ne prend pas 3 minutes comme sur un ordinateur. Une page, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour dire les choses schématiquement. Et donc, on a pris la peine, commandité par le roi et par son entourage, de stipendier des poètes, souvent de très haute tenue intellectuelle, pour écrire à la gloire du roi. Il y en a des milliers, peut-être 2 ou 3 000. Or, on pense qu'on a conservé environ 5 à 10% de la production écrite de l'époque. C'est vous dire l'importance de cette masse écrite qu'on ne trouve pas avant, et qu'on ne retrouvera pas avant au moins 3 siècles. On a tendance à totalement oublier ce pan de l'histoire. On est au 9e siècle. Il faut se rendre compte, en effet, des conditions avec lesquelles que les moines avaient pour écrire ces parchemins. C'est absolument fascinant, en lisant votre biographie, de se rendre compte de cette production écrite tout à fait impressionnante, et puis évidemment de la beauté de ces manuscrits. Donc je vous renvoie, chers auditeurs, aux illustrations qui sont au milieu d'ouvrage et qui sont absolument fabuleuses. Alors votre ouvrage s'ouvre sur une anecdote. Vous racontez une anecdote. C'est Charles le Chauve, évidemment, qui la raconte. La séparation d'avec ses parents alors qu'il a seulement 10 ans. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi on en est arrivé là, un petit garçon de 10 ans qui se fait arracher à ses parents alors que il est d'une famille royale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais tout à fait. Alors je vais essayer d'être clair, mais bref, parce que c'est une histoire compliquée. C'est une histoire où la famille, la dynastie et ses intérêts rencontrent, si je puis dire, l'histoire politique et l'histoire générale. Il y a d'un côté les principes, qui sont ceux de la gouvernance, comme on dit aujourd'hui, et de l'autre, en effet, les affects même, et en tout cas les intérêts d'un groupe familial. Ce groupe familial est compliqué parce que Charles le Chauve est l'enfant du 2e lit de Louis le Pieux. Et comme souvent, c'est le tardillon, donc l'enfant chéri, notamment de sa mère, Judith, l'impératrice Judith, qu'on retrouve aujourd'hui sur les cartes à jouer, et qui est une personnalité très forte. Et donc, le groupe qui se trouve autour de la mère de Charles le Chauve entre en collision avec le groupe qui est issu du premier mariage de Louis le Pieux avec l'impératrice Hildegarde, et qui, évidemment, ne conçoit mal l'arrivée de ce jeune homme, de cet enfant, alors que le partage de l'Empire avait été décidé dès avant sa naissance, ce qui est très dangereux, par Louis le Pieux. Et donc, de 3 enfants du premier lit, il se trouve 4 des 2 lits successifs. Et à ce moment-là, lorsqu'il s'agit de refaire une part à Charles le Chauve à l'intérieur de ce dispositif déjà établi, les fils aînés, qui sont beaucoup plus âgés que leurs jeunes frères, qui ont une 12aine, une 15aine d'années de plus, se rebellent
contre le père qui a fait ce partage, et par le fait même, contre le fils lui-même. Et pour essayer de briser, au fond, l'arrivée de ce jeune homme, on l'a expédié dans un monastère, à Prüm, en Germanie, on envoie sa mère en Italie, et on met le père sous clé au monastère Saint-Médard de Soissons. Et c'est donc cette séparation qui a été ressentie, raconte Charles Chauve des années après dans une lettre au pape, comme une blessure. J'ai souligné ce trait, j'ai commencé par là, parce que c'est une notation qu'on ne retrouve jamais, mais jamais, dans les chroniques mérovingiennes, carolingiennes et même pré-capétiennes. C'est donc un trait, si vous voulez, individuel, un trait d'affectivité, de sentimentalité, qui m'a paru convenir à ce que je voulais donner du portrait de Charles Le Chauve. Sans en faire trop non plus, la blessure enfantine, je ne suis pas un psychanalyste, et la blessure enfantine, elle existe chez tout le monde, plus ou moins fortement. Mais il est très curieux que ce roi Charles Le Chauve, lorsqu'il a 25 ans ou 30 ans, trouve nécessaire de le rappeler au pape qu'il n'a jamais vu. Donc c'est un trait particulier. Oui, il faut imaginer, c'est que le pape et l'empereur ne sont quand même pas deux personnes qui ont l'habitude de partager leur intimité. Ils sont déjà à 1500 km l'un de l'autre, et ils se rencontrent, mais très tardivement. Alors quand le père de Charles Le Chauve meurt, où en est le partage ? Est-ce qu'il a redéfini le royaume ? Qu'est-ce qu'il a voulu donner à son fils Charles ? Eh bien, en 833, il y a eu cette révolte des fils que le père a réussi à mater, mais en 840, elle recommence, et c'est en partant combattre ses fils, ce qui n'est jamais agréable, ses fils aînés au nom du fils puiné, que Louis le Pieux a trouvé la mort, non pas la guerre, mais de maladie. Et donc en 840, tout est à refaire. C'est-à-dire qu'officiellement, il y a une part pour Charles Le Chauve, la partie la plus occidentale de la succession de Louis le Pieux, mais les frères ne l'entendent pas de cette oreille. Donc il y a un jeu, si vous voulez, d'alliance à 2 contre 1, puisque un des fils est mort, ils ne sont plus que 2 du premier lit et un du second. Il y a des jeux d'alliance, les uns avec les autres, les uns contre les autres, pour essayer d'organiser, d'abord par la guerre, puis par la palabre, car la diplomatie de l'époque, c'est ça, c'est la guerre et la palabre. La guerre pour la palabre, c'est la palabre qui décide. Mais avant ça, il faut chacun établir un rapport de force à l'égard des autres. Et c'est donc ce qui s'est produit entre 840, 841 et 843, où après la guerre, a été conclu ce fameux traité de Verdun, dont nous n'avons pas le texte, mais que nous connaissons par ailleurs, et qui a dessiné de façon approximative et sur le moment provisoire, mais qui a eu des prolongements qui, comme vous l'avez dit en introduction, ont été pérennisés par des circonstances qui échappent d'ailleurs à ses protagonistes. Comment fait-on la guerre au IXe siècle ? On l'a fait comme on l'a fait toujours, c'est-à-dire qu'on cherche à terrasser celui qui est en face. Alors, on ne cherche pas à détruire l'adversaire. Pour 2 raisons. D'abord parce que des chrétiens ne tuent pas des chrétiens, et ensuite parce que des frères, parce que les gens qui combattent se connaissent, ont été élevés ensemble, se connaissent par leur nom, ont des rapports de fraternité, de camaraderie très forts. Une seule bataille a eu lieu qui a contrevenu à ces règles, c'est la bataille de Fontenoy-en-Puisaye en 841, qui a été décrite par les contemporains d'abord, par l'historiographie médiévale ensuite, comme un scandale pur, parce qu'on s'est battu un samedi, qui est un jour consacré à la divinité, moins que le dimanche, mais presque autant, et d'autre part parce que c'était des frères contre des frères et des chrétiens contre des chrétiens. Mais si j'ose dire normalement, puisque la guerre est un état normal des fonctionnements des sociétés médiévales et même post-médiévales, on fait la guerre pour avoir la paix. Donc on l'a fait brève et violente, mais avec un nombre de victimes très, très faible, parce que les effectifs engagés sont très faibles. Même à cette bataille de Fontenoy, qui a été célébrée très longtemps comme la mère des batailles, ce sont quelques centaines contre quelques centaines. D'une part parce qu'il faut trouver des chevaux, les chevaux sont rares, les chevaux sont chers, les chevaux se fatiguent vite, d'autre part parce que souvent il pleut et qu'on ne peut pas faire la guerre comme il faut, et d'autre part parce que c'est extrêmement coûteux. Alors, la bataille a lieu, mais ensuite, vous l'avez évoqué, l'accord de Verdun. Qu'est-ce qui se passe lors de cet accord ? Quel frère reçoit quelle part du royaume ? Eh bien, à ce moment-là, ils sont 3. Lothaire, qui est l'empereur, non pas régnant, mais désigné, c'est une fonction beaucoup plus honorifique que l'exercice d'un pouvoir effectif. Un frère cadet, Louis, dit le germanique, parce que la part d'héritage donnée en 840 était de l'autre côté du Rhin, et enfin Charles, qui a normalement la part de la France occidentale. Alors on s'aperçoit, quand on réunit des experts en 842, qu'on ne connaît pas bien l'Empire, on ne sait pas quelle part donner à qui. Alors on demande pendant 1 an à des experts de se réunir et de tracer au fond, de faire un inventaire des différents royaumes qui constituent l'Empire, car il y a
un empire, mais plusieurs royaumes, et de faire des propositions pour que ce partage soit relativement équitable en ce qui concerne les fidélités personnelles, qu'on dirait féodales, les centres ecclésiastiques, parce que les monastères et les évêchés sont des instances de puissance et de richesse considérables, et au fond, aussi une forme d'homogénéité relative dans la culture, mais enfin là, il ne faut pas s'avancer trop loin, on ne peut pas dire qu'on ait mis les Allemands teutons parlant germain d'un côté, et les Français francs parlant le français ou le roman de l'autre. Donc, 3 entités, à l'ouest, la France occidentale, à l'est, la Germanie, et au centre, une grande bande qui va de la Frise jusqu'au sud de l'Italie, qu'on appelle, en passant par la Provence, qu'on appelle la Lotharingie, et qui sera prise en étau assez rapidement, de sorte qu'à l'est, on cherchera à s'avancer à l'ouest, et à l'ouest, on tentera de s'avancer à l'est, de sorte que le sandwich, il ne restera plus de la tranche de jambon que rien. Oui, aujourd'hui, on sait ce qu'il est advenu, mais est-ce que Verdun a mis en cause au départ l'unité fondamentale du royaume ? Absolument pas. Tous se reconnaissent comme des rois francs, dépositaires de l'héritage non seulement de Charlemagne, mais de Dagobert et de Clovis. Donc, c'est l'ensemble du peuple franc des peuples francs qui est divisé pour mieux gouverner. Parce qu'on s'aperçoit que gouverner à grande distance, à l'époque, si on est à plus d'une journée de cheval de son administration et de son lieu de gouvernement, eh bien, on est mal. Donc, c'est une méthode, un procédé pour gouverner plus efficacement, au plus près du terrain, selon la configuration de la société elle-même. Mais l'ensemble franc lui-même n'est pas remis en cause. Et s'il l'était, on voit bien que toute la tentation et toutes les tentatives des successeurs de Louis le Pieux, que ce soit Charles le Chauve qui a mieux réussi que les autres, c'est de ressaisir cette unité, de la faire prévaloir. Alors chacun cherche à le faire à son profit, parce que Charles le Chauve s'étend vers l'est tant qu'il le peut, et vers le sud, il y arrive en partie, pas complètement, mais Louis Germanique fait l'inverse. Il s'introduit dans le royaume de son frère pour essayer de rallier à lui des fidélités, pour montrer que l'héritage, c'est lui, par le droit d'aînesse, qui le détient. Et donc c'est un jeu de bascule, et comme Charles le Chauve vit un an de plus que son frère, c'est lui qui finit par remporter la mise, parce qu'il est plus jeune aussi, plus dynamique, peut-être plus habile. Vous avez exprimé cette difficulté de dessiner le royaume de Franc au moment du partage de Verdun. Est-ce qu'il vaut mieux, selon vous, parler de peuple ? Est-ce que gouverner, c'est avant tout gouverner des peuples plus qu'un territoire ? Vous avez tout à fait raison. D'abord parce que ces peuples sont mobiles, ensuite parce qu'ils sont plus aisément identifiables. On sait ce que sont les Aquitains, on sait ce que sont les Neustriens, on sait ce que sont les Germains, les Provençaux, les Italiens. Et donc, c'est en effet, ce sont des peuples. Mais aussi, j'ajoute, ce sont aussi des individus, ou plutôt des clans. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure de la famille de Judith par rapport à celle de la première impératrice. Ce sont des groupes familiaux, des groupes d'intérêts, des gangs, pour caricaturer un peu, qui emmènent avec eux des intérêts matériels, mais aussi des intérêts idéologiques et politiques. Donc il s'agit de se rallier des groupes qui eux-mêmes ont des serviteurs, ont des domestiques, ont des clients, par eux-mêmes. C'est une sorte de hiérarchie où on part du bas vers le haut, du haut vers le bas, comme vous préférez, et on tâche d'avoir les meilleurs, les plus riches, les plus forts, les plus légitimes avec soi. Et cette légitimité s'incarne très souvent dans des monastères dont les grands personnages sont les abbés. Charles le Chauve lui-même sera abbé laïque, notamment de Saint-Denis, et aussi les évêchés. On nomme les cadets de famille sont voués à l'abbatiat et aux évêchés. C'est ce qui s'est produit dans la famille carolingienne, mais dans toutes les familles qui, gravitent autour des rois et des empereurs. Alors on a parlé des peuples, alors il y a un peuple avec lequel c'est un petit peu plus compliqué, c'est les Bretons. Alors vous citez Ernold le Noir, donc un ecclésiastique de l'époque carolingienne, qui dit au sujet donc des Bretons: tous s'abandonnent à l'inceste, nul ne recule devant aucun crime, ils habitent les bois, n'ont des retraites que les cavernes et mettent leur bonheur à vivre de rapine comme les bêtes féroces. On imagine les relations politiques entre Charles le Chauve et les Bretons. Comment est-ce que se dessinent, s'affrontent ces deux royaumes ? Alors, précisons d'abord qu'Arnold le Noir est un oriental. C'est quelqu'un qui vit dans la région rhénane. Donc il a des Bretons une idée relativement distancée, même si elle est très agressive. D'autre part, il ne fait que recopier des auteurs romains et latins. Il utilise des formules de rhétorique pour montrer surtout qu'il a lu Tite-Live ou qu'il a lu Suétone. Bon. Mais c'est vrai aussi que dans l'ensemble de l'Occident de l'époque médiévale, les Bretons font bande à part. Et ça n'est pas une nouveauté. C'est le cas
D'abord, ça a été le cas sous l'Empire romain. On sait très bien la difficulté qu'a eu justement le gendre de Tacite, Agricola, pour soumettre les Bretons. Les guerres bretonnes ont été toujours très coûteuses pour les empereurs romains. Et ils ont fini par y renoncer. D'autre part, la christianisation des Bretons était très différente de celle des autres peuples francs, ou de l'Empire franc, parce qu'elle est venue des îles britanniques, alors que pour le reste, elle est venue plutôt du sud, plutôt de la Méditerranée, via la Provence et via les fleuves, en remontant jusqu'à Lyon, puis par la Seine jusqu'à ce qu'on appelle la Neustrie. Donc il y a une différence culturelle dans la christianisation de ces Bretons, qui d'ailleurs est plus tardive et sans doute un peu plus superficielle. D'autre part, enfin, il y a là une frontière linguistique qu'on peut déjà repérer et qu'on ne repère pas vraiment dans la partie plus occidentale de l'ensemble franc. Et enfin, les Bretons ont une tradition politique, c'est employer des grands mots un peu anachroniques, mais ils ont une habitude d'autonomie ou d'indépendance qu'ils négocient très fermement à l'égard des puissances occidentales. Et donc, c'est en obtenant des titres, une sorte de vice-royauté, en mariant un prince breton avec la fille de Charles le Chauve, enfin en la fiançant tout au moins, etc., qu'ils négocient leur autonomie. Et l'ayant compris, c'est un des traits je crois, non pas du génie, mais enfin de l'intelligence de Charles le Chauve, il a compris qu'il ne fallait pas faire plus qu'il n'en faisait, c'est-à-dire obtenir une allégeance de principe, de contenter les Bretons avec, au fond, de la menue monnaie de pouvoir, de politique, et davantage aussi, comment dirais-je, dans l'exercice du pouvoir, et puis de s'en tenir là. Et le champ d'action de Charles le Chauve, chaque fois qu'il a essayé avec le Breton, ça a mal tourné, il a préféré se diriger vers l'Aquitaine, puis vers l'Est, où là, il y avait plus à prendre. Il a laissé les Bretons là où ils étaient, comme ils étaient, et simplement, les rois, notamment Salomon, ont fait allégeance de principe. Est-ce que Charles le Chauve connaît son territoire ? Eh bien, s'il ne le connaissait pas, il a tout fait pour le connaître. C'est quelqu'un qui a chevauché depuis Narbonne jusqu'à la mer du Nord, depuis le confin breton jusque très loin, aussi loin que possible, jusque vers les confins de la Vézère, enfin du Vézère, au-delà du Rhin. Il est allé jusqu'au sud de Rome, et il l'a fait à plusieurs reprises. Donc, il connaît les hommes, il connaît les choses, il est allé aussi à Bordeaux, enfin, il s'est beaucoup déplacé pour les nécessités de la guerre, mais aussi peut-être pour une curiosité bien placée, qui était de voir comment, parce qu'il le comprend, comment cet agrégat inconstitué de peuples désunis, comme aurait dit Mirabeau en 1789, pouvait être tenu dans la même main avec les adaptations nécessaires au terrain. C'est un homme de terrain. Donc il a séjourné à Toulouse, à Narbonne, à Bordeaux, à Poitiers, mais aussi vers le nord, en Frise. Et il est allé à Maastricht, par exemple, qui était un de ses palais. Et il a essayé de comprendre comment ça marchait, se faire voir, au fond, au sens noble du terme. Quelquefois, il s'est fait voir autrement aussi, parce qu'il a rencontré des résistances. Mais se faire voir, montrer qu'il existait, il l'a fait par l'image, que vous avez citée tout à l'heure, il l'a fait par les textes qui sont diffusés, il l'a fait par la propagande, mais la meilleure des propagandes, c'est de montrer ce qu'on sait faire, de montrer comment on parle, de montrer comment on gouverne, et de montrer à quoi on ressemble, c'est-à-dire à David et à Constantin. Alors le 9e siècle, c'est également l'époque des invasions normandes. On pourrait faire toute une émission sur le sujet. Comment Charles le Chauve organise-t-il la défense du royaume ? Il le fait de façon qu'on dirait aujourd'hui pragmatique, mais comment faire autrement ? Là, les invasions barbares, les invasions normandes, on reprend le terme d'invasion barbare parce qu'on fait immédiatement le parallèle avec les grandes invasions des 4e et 5e siècles, qui ont laissé des traces dans les mémoires et même sur le terrain. Eh bien, ces invasions ont été une vraie surprise. Naturellement, on avait entendu parler des Normands dès le milieu du règne de Charlemagne, tout à fait à la fin du 8e siècle. Mais enfin, c'était très cantonné. Ils s'étaient établis sur les côtes de Grande-Bretagne. Ils ne paraissaient pas destinés à aller très loin. Et on avait des rapports, au fond, de bonne compagnie. Charles le Chauve a pu rencontrer à la cour de son père Louis le Pieux, quand il était tout jeune, vers 7-8 ans, des envoyés des princes normands, généralement suédois et norvégiens, dont certains se sont convertis. L'un d'entre eux a été élevé quelques années avec Charles le Chauve. On le gardait pour l'instruire dans la bonne doctrine. Et donc il y avait des rapports réels. Mais pour des phénomènes démographiques et politiques qu'il est trop difficile de démoler, la pression s'est fait brusquement plus forte dans les années 830-840, très forte. Et elle est devenue pérenne, c'est-à-dire une expédition de temps en temps, c'est supportable. Des expéditions tous les printemps, c'est plus difficile. Des expéditions toute l'année,
c'est encore pire. Et quand la sédentarisation se produit, alors ça devient insupportable. Alors Charles Le Chauve a fait ce qu'il a pu avec les effectifs qu'il avait. Il a réussi à triompher des Normands quand ils se battaient en champ sur terre, parce que les Normands n'avaient pas de cavalerie, au moins au début. Et la cavalerie, c'est la reine des batailles. Les chevaux ont une importance absolument démesurée dans ces guerres. Ça durera longtemps d'ailleurs. Mais aussi, dans les incursions sur l'eau, il a mis du temps à construire des flottilles, à fortifier les ponts. Il l'a fait tout en achetant, parce que c'est ce que souhaitaient aussi les Normands, en achetant leur départ, ou en tout cas leur pacifisme, par de l'argent. Là, il s'est fait valoir, parce que cet argent, il a été pris sur l'aristocratie que je dirais laïque, et surtout sur l'aristocratie ecclésiastique, qui était de beaucoup la plus riche. Donc les évêques et les abbés disent « Mais pourquoi ce roi ne va-t-il pas combattre, c'est sa mission, plutôt que de nous ponctionner ?» Bon, eux-mêmes n'allant pas combattre, ou rarement, ils nous la baillaient belle. Mais au fond, Charles Le Chauve, par des alternances de guerre, d'expéditions, quelquefois victorieuses, souvent défaites, mais aussi par la négociation, par la palabre, par la conversion aussi, par l'attrait qu'exerçait la religion chrétienne et l'Église et ses richesses sur ces païens, qui deviennent chrétiens peu à peu. Il a pratiqué une assimilation qui, de son vivant, a été très difficile, donc ça lui a beaucoup coûté, et à ses peuples aussi, mais qui a été réussi, parce qu'on peut dire que 40 ans après sa mort, donc il est mort en 1877, en 917-920, la Normandie commence à apparaître, et l'assimilation est pratiquement acquise. Donc il a préparé le terrain à la construction de cette province que nous aimons tous, qui est la Normandie, mais pas seulement la Normandie, en Normandie. Les Normands, on en retrouve aussi ailleurs, en Aquitaine, pas mal. Et il a réussi, mais ça a été tout de même un souci permanent, car il n'a jamais été tranquille de ce côté-là, alors qu'il a été tranquille du côté des Aquitains, tranquille du côté des Italiens, tranquille du côté des Provençaux. Les Normands, c'est plus dur. Oui, les Normands et les Bretons, et comme vous le mais dites... les Bretons, ils ne cherchent pas à sortir de chez eux. Oui. C'est-à-dire que les Normands, ils vont très loin. Ils remontent la Loire, ils remontent la Seine, très très loin. Ils vont piller Autun, ils vont piller Saint-Germain-d'Auxerre, donc les lieux sacrés pour les Francs. Ils vont très très loin, ils vont aussi en Aquitaine, ils vont aussi sur les côtes méditerranéennes, et enfin, ils menacent très fortement Rome. Il n'y a pas que les musulmans qui menacent Rome, il y a aussi les Normands. Donc ils sont partout, ils ne sont pas très nombreux, mais ils ont un sens à la fois du commerce, de la guerre. Ils sont très bons tacticiens, ils sont moins bons stratèges, et c'est peut-être par là que Charles Le Chauve a fini par s'imposer. Est-ce que pour Charles Le Chauve, unifier le royaume, c'est convertir tous ces sujets ? Je dirais que c'est même la seule unification. Il ne faut pas concevoir Charles Le Chauve comme Louis XIV de Napoléon. Il ne cherche pas l'unité autour d'une capitale qui n'existe pas, ou autour d'un gouvernement, stable, qui lui-même est en réalité complètement itinérant, et qui passe de main en main. Et qui est fortement délégué, parce que le roi ne peut pas gouverner seul, vu les conditions d'exercice matériel du gouvernement. Donc il s'en remet beaucoup à son administration, à ses fonctionnaires, ce qu'on appelle les comtes, ou les vicomtes, les vidame, et aussi les évêques, qui ont des pouvoirs civils. Donc il ne cherche pas à unifier de ce point de vue. Ce qu'il cherche, c'est sa mission, à conduire les peuples qui lui sont confiés, de la Jérusalem terrestre vers la Jérusalem céleste, de la condition transitoire de cette terre vers le paradis définitif. Donc ce qui compte, c'est ce qui a lieu après la mort. Mais pour être au paradis après la mort, il faut déjà avoir pris le chemin du temps de la vie. Et son rôle, c'est ça. Par la guerre, par la paix, par la palabre, par la propagande, par la culture aussi, par l'éducation, très fortement. C'est un roi pédagogue. Eh bien, il faut achever la conversion qui est à peu près acquise d'un point de vue, je dirais, sociologique, mais qui n'est pas acquise d'un point de vue individuel ou même collectif. C'est-à-dire qu'il n'y a que presque plus de non-chrétiens qu'on puisse désigner comme tels, sauf quand ils viennent de l'extérieur. Mais on sait bien qu'à l'intérieur même des populations, il y a des foyers, des tentations, soit d'hérésie très fortes, il y a des affaires d'hérésie très importantes à l'époque, comme il y en a toujours d'ailleurs dans l'histoire du christianisme, mais aussi des résidus de paganisme qu'il s'agit de réduire par la contrainte ou par la persuasion, en déployant une propagande ecclésiastique, politique, religieuse, qui fasse que la seule unité désirable, c'est celle du troupeau qui est confié à l'empereur
pour le conduire au Christ. C'est le troupeau, c'est celui du Christ, ça n'est pas un troupeau politique, ça n'est pas un troupeau, de gouvernement. Alors, vous allez me reprendre si j'exagère, mais est-ce qu'on peut dire que être franc, être sujet de Charles Chauve, en fait, c'est être chrétien et attaché peut-être quand même à une famille royale en particulier ? Vive le Christ qui aime les francs, c'est le prologue de la loi salique que les Carolingiens ont réécrite et essayé de faire respecter du temps de leur gouvernement. Donc, les francs, ce sont les amis de Dieu, les amis du Christ. Mais l'amitié, il n'y a pas d'amitié, il y a des signes d'amitié. Et l'amitié est une réciproque. Donc, les francs font tout ce qu'ils peuvent pour que le Christ les considère comme ses meilleurs amis. Ça passe par la prière, ça passe surtout par la donation, par les dons aux églises qui les transforment, je dirais, en grâce spirituelle. Ça passe par la conquête ou par l'affirmation du non-chrétien partout où c'est possible, vers l'Est, vers le Nord, vers le Sud. Et c'est au fond le projet carolingien, mais le projet médiéval au fond, ça dure très longtemps, Saint-Louis n'est pas très loin, mais qu'il soit à 4 siècles de distance. C'est ça, c'est de faire l'unité des groupes, des âmes, des personnes, pour les conduire vers le Christ qui les comble de bénédiction. Donc, être franc et être chrétien orthodoxe, je ne dirais pas romain, mais orthodoxe, au sens orthodoxe de l'orthodoxie, donc de la vérité évangélique, c'est la destinée des individus et des groupes. Mais il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Mais c'est vrai de toute la population, hommes et femmes, serviteurs et maîtres, esclaves, il y en a encore, et propriétaires. Donc, c'est l'ensemble de la société qui est au fond reconstituée, subsumée, pour dire un terme un peu savant, qui est subsumée par le christianisme. Au fond, au IXe siècle, on est chrétien, on n'est rien. Alors, ce qui explique en fait pourquoi est-ce que Charles Le Chauve s'implique autant dans les querelles théologiques, dans les querelles canoniques. Alors, vous parlez notamment de la question de la prédestination, une question théologique qui fait surface à cette période-là. Quel est son rôle dans le règlement de ces querelles ? Il est considérable, parce que cette querelle de la prédestination est très vieille. Elle a été posée par saint Augustin, même un peu avant lui. Saint Augustin, c'est la référence absolue pour la haute époque médiévale, absolue. On lit, on traduit, on commente, on prêche, avec et autour de saint Augustin. Mais comme vous-même avez lu, comme moi, saint Augustin, vous savez qu'il y a beaucoup d'Augustin dans Augustin. Et donc, chacun en prend un peu ce qu'il veut. Et les hérésies consistent toujours à pousser les doctrines augustiniennes jusqu'à leur terme extrême. La prédestination, ça veut dire Dieu a décidé du destin des individus et des groupes, mais des individus avant même la création du monde. Donc, vous aurez beau dire et beau faire, eh bien, votre destin ne changera pas, quelle que soit votre pratique religieuse. Ça a deux effets. Soit, c'est une exigence d'autant plus forte de bien pratiquer qu'au fond, c'est un travail gratuit, et que la gratuité plaît à Dieu, ou au contraire, c'est une sorte de démoralisation de l'Occident, parce que quoi que vous fassiez, eh bien, vous n'arriverez à rien dans l'au-delà. Or, c'est très dangereux politiquement, parce que si on dit que tous les destins de l'humanité sont préétablis, eh bien, à quoi sert le roi ? À quoi sert l'Église ? À quoi servent les intercesseurs, les intermédiaires entre la divinité et la population ? À rien. Donc, un Gottschalk, puisque c'est lui dont il s'agit, ce moine hérétique, qui lui se proclame plus orthodoxe que les orthodoxes, eh bien, il emporte la conviction de ses auditeurs, qui sont très nombreux, d'autant qu'il écrit tout le temps, eh bien, qu'est-ce qui se passera ? Eh bien, c'est le démembrement, c'est le démantèlement, c'est la brèche ouverte au diable, parce que la société va se déliter, puisque les maîtres ne seront plus légitimes, que les serviteurs n'auront plus de raison d'obéir, que, au fond, le don à l'Église, qui est destiné à glorifier Dieu, ne sera plus nécessaire, puisque tout est acquis, et donc, chacun ira selon son caprice, sa fantaisie, et la société chrétienne, la société que veut la divinité, et dont il a imposé les canons au gouvernement chrétien, eh bien tout ça volera en éclats. Et pour aller vite, tout sera foutu. Donc Charles Le Chauve, il publie des écrits, il se retrouve en synode. D'abord, il se renseigne. Il a des experts autour de lui, et il se renseigne. Il commande des traités de dogmatique, de théologie, et il les lit ou s'est fait lire,
et il devient relativement savant dans ce domaine. Vous avez aujourd'hui, par exemple, un président qui sait tout sur l'épidémiologie, parce que c'est son rôle. Eh bien, là, pour guérir la maladie, le chancre qui ronge la société à cause de ces hérésiarques, eh bien, Charles Le Chauve se met au courant, et il lit beaucoup, et il se fait lire beaucoup, et il multiplie les traités, il consulte des avis d'ailleurs quelquefois divergents, pour se faire une idée. Une fois qu'il s'est fait une idée, eh bien, il réunit un concile, un synode, il en prend généralement la présidence, il écoute les partis, Gottschalk a été convoqué à Mayence ailleurs, il a pu s'expliquer, et à partir de là, eh bien, Charles Le Chauve cherche la voie moyenne, qui lui paraît faire consensus. C'est-à-dire, Saint-Augustin, oui, il y a des excès, mais on ne peut pas rejeter tout ce que dit Gottschalk, il y a peut-être un peu à y prendre, parce qu'on s'est peut-être trop laissé aller à une conception, je ne dis pas matérialiste, mais enfin laïciste de l'exercice de la religion. Donc il faut peut-être se purifier un peu, ça ne peut pas faire de mal. Et en même temps, naturellement, il faut conserver les hiérarchies nécessaires au salut collectif. Donc il navigue un peu à vue, je dirais, en fonction des groupes de pression aussi, parce qu'il y a des groupes de pression derrière, mais également en fonction de ce qui est possible, et de ce qui lui paraît le plus sain pour que la société se perpétue et aille sur le bon chemin. Mais il est extrêmement impliqué là-dedans, et ça l'intéresse beaucoup, et même quand il n'y a pas d'enjeu politique ou idéologique particulier, il s'informe, ça l'intéresse. Est-ce que, par exemple, l'âme a une étendue? Autrement dit, est-ce qu'on peut prendre une dimension corporelle? Est-ce qu'on peut la toucher ou la voir? C'est un vieux sujet. Eh bien, il s'interroge. Quand il est en vacances, quand il est en congé, c'est chose dire, c'est-à-dire généralement à Pâques, eh bien, il demande qu'on lui envoie des livres pour savoir ce qu'il en est, qu'a-t-on dit dans la tradition, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui, et que faut-il en penser. C'est donc, et là, il est vraiment, je trouve, assez particulier, assez bluffant, hein, à l'époque, quand on songe à l'époque dans laquelle il évolue. C'est cette curiosité qui est une caractéristique personnelle et qui fait de lui un roi cultivé, au point qu'il se met même à apprendre le grec, à pouvoir même lire en grec, sinon à le comprendre, mais on ne le parle plus, en tout cas pas le grec ancien, pour pouvoir se faire une plus juste idée encore, pour pouvoir exercer au fond son magistère royal et impérial dans les meilleures conditions. Alors, quelles sont les grandes entreprises politiques de Charles Le Chauve? En quoi est-ce qu'il a cherché à administrer un peu plus le royaume, et qu'est-ce qui nous reste aujourd'hui de son gouvernement? Alors, il a cherché, d'une part, à avoir une bonne connaissance de ses royaumes, et donc à mobiliser ses fonctionnaires, à les mobiliser d'abord en leur donnant un surcroît, enfin une compétence en tout cas élargie, en association avec les évêques toujours, ils font la paire, mais l'évêque qui précédemment prenait le pas sur les comptes devient maintenant au fond un équivalent dans le domaine spirituel et religieux de ce qu'est le comte dans le domaine laïque et administratif. Donc ils font la paire, et il est choisi très soigneusement. Très soigneusement. Il en augmente le nombre, il leur donne des compétences plus fortes, et surtout il leur donne des instructions plus précises. C'est fou, la masse, la bureaucratie n'est pas d'aujourd'hui. La masse d'injonctions, de circulaires, de mots d'ordre, de paperasserie, sauf que c'est pas sur du papier, bien que ça commence un peu, qu'il envoie à ses comptes. On fait, quand il y a eu une assemblée générale, au fond, un super conseil des ministres, ou une réunion du Parlement et du gouvernement, eh bien, une fois qu'on a fait la parlotte, eh bien, on consigne tout ça par écrit, de façon très très précise, par chapitre. Pourquoi on appelle cela des capitulaires? Eh bien, et on tire des copies. Mais les copies, elles ne sont pas tirées à la photocopieuse, elles sont faites à la main. Mais on en tire des dizaines et des dizaines. Et chaque compte, et ils sont une centaine, peut-être plus, reçoit un ou plusieurs exemplaires, généralement 3, pour savoir ce qu'il a à faire sur le terrain. Et cela, il en reçoit au moins 2 par an, 2 jeux par an, ce qui est une masse d'écriture énorme. Donc, ils sont à la fois contrôlés, informés et mis en position d'agir. D'autre part, Charles Le Chauve, par souci, c'est son métier, par souci de justice. Le roi, la première fonction royale, c'est la justice. La justice, elle s'exerce évidemment à l'égard des personnes, dans les conflits judiciaires, et il prend grand soin que les tribunaux fonctionnent le moins mal possible, ce qui n'est pas toujours commode. Mais également, par exemple, dans le domaine monétaire. Il faut que la monnaie soit juste, car la monnaie, au fond, c'est un instrument de la justice. Une monnaie frelatée, une monnaie dévaluée, et au fond, est au détriment des pauvres que le Christ aime en particulier. Le Christ des pauvres. Eh bien, en 863, si je me souviens bien,
ou 64, pardon, il rend une réforme monétaire qui a duré très très longtemps, où le denier carolingien est réajusté, frappé en très grande quantité, dans un alliage métallique lui aussi de très bonne qualité, et ce denier de Charles le Chauve, on en possède encore des centaines de milliers, et il y en a eu des millions et des millions. Il faut savoir que des millions de pièces de monnaie, d'argent, ont circulé dans tout l'Occident à cette époque. 100 ans après, elle a presque fondu, cette monnaie. Activant les échanges, qualité des échanges, qualité de la monnaie, donc justice rendue aux activités à la fois commerciales, aux amendes à payer, au fond à ce qui fait le lien social, mais aussi religieux, qui est la circulation des échanges, les échanges de se concevoir différemment, comme commerciaux, comme sociaux, comme spirituels, donc prennent tous les aspects de la société. Et Charles le Chauve est là pour réguler, pour régler, pour purifier dans tous les domaines. Il le fait dans ces domaines, je pourrais en ajouter d'autres qui sont le domaine immobilier. Il construit des forteresses, il construit des manoirs, il se préoccupe même de l'exploitation agricole, etc. Alors Charles meurt le 6 octobre 877. Il a quand même régné quelques années, oui. Charles le Chauve. Est-ce que d'autres rois ont essayé de s'associer à lui, ou est-ce il est vite tombé dans l'oubli au profit de son grand-père? Est-ce que c'est finalement assez récent qu'on ne connaisse que Charlemagne, ou en fait assez vite est-ce qu'il a été un petit peu dans les oubliettes de l'histoire? Alors, comme je le disais en commençant, il l'a voulu en partie, puisqu'il a dit « Charles, c'est moi ». Et quand au IXe siècle on entend Charles, évidemment, quand je dis on, c'est pas toute la population, c'est pas les 9 ou 10 millions d'habitants de la Francie, mais on comprend, mais l'élite est quand même assez répandue, il y a une alphabétisation qui est réelle, faut pas croire que les gens ne savent ni lire ni écrire. Lire, ils le savent beaucoup, écrire c'est plus difficile. Bien, Charles, c'est moi. Donc, on comprend on voit Charlemagne à travers. Il y a une sorte de transparence de Charles le Chauve, derrière lequel on voit Charlemagne. Mais il a été oublié pas si vite que ça, parce que dans les monastères, on a conservé sa mémoire. Vous parliez au début des banquets qu'il a institutionnalisés pour célébrer la mémoire de lui-même d'abord, de son groupe familial et des grandes dates qui ont rythmé sa vie et son règne. Eh bien, ces cérémonies, les prières qui les accompagnent, au XIIe siècle, l'abbé de Saint-Denis, l'abbé Sugère, assez bien connu lui, les célèbre exactement de la même façon que 350 ans plus tôt. Donc, dans la fonction religieuse, l'idéologie carolingienne a été conservée davantage dans les centres religieux. Alors qu'au Xe siècle, et encore au début du XIe, il y a une laïcisation, pas une décléricalisation, mais enfin une laïcisation de la société qui fait que la religion, que les cadres religieux sont très en retrait, et qu'il y a une forme, au fond, de recul du spirituel très fort. Donc là où des môles de résistance spirituelle et religieuse se maintenaient, là, le nom de Charles le Chauve était encore très célébré. Mais parfois, on disait l'empereur Charles, tout simplement. Donc cette mémoire n'a pas été perdue, mais elle a été obscurcie, surplombée par celle de Charlemagne, puis relayée ensuite, alors bien plus tard, par des rois comme Philippe Auguste, Philippe le Bel, Philippe Saint-Louis ou Philippe le Bel. Mais il est resté quelque chose dans la tradition de Charles le Chauve. Mais en revanche, à partir du moment où l'histoire savante, à partir du XVe siècle et surtout du XVIe, l'histoire savante s'est constituée, alors là, tout a été renvoyé à Charlemagne. Quand Charlemagne a été canonisé, Charles le Chauve, c'était dans les années, dans le XIIIe siècle, Charles le Chauve n'a plus pesé, XIIe siècle, pardon, Charles le Chauve n'a plus pesé très lourd. La confusion a été grande. Et enfin, pour terminer sur une note un peu, historiographique, après Charles le Chauve, ce qu'on appelle la société féodale s'est constituée. Qu'est-ce que c'est la société féodale? Dans l'esprit des contemporains et surtout des historiens, c'est le fait que le pouvoir royal s'éteint au profit de groupes autour de leur château qui usurpent les pouvoirs royaux, de sorte que de la royauté et du royaume, il n'existe plus que la personne du roi, mais que le reste, au fond, a été approprié, a été privatisé, pour aller vite. Et dans ce processus, on l'a imputé à Charles le Chauve parce que, à la fin de sa vie, mais tout le temps, il a négocié avec les pouvoirs locaux, comme l'avaient fait ses prédécesseurs. Il ne faut pas croire que Charlemagne était un potentat.
mais ça lui était attribué. L'inféodalisme, c'est Charles le Chauve qui l'a instillé dans cet ensemble merveilleux qu'était l'Empire carolingien. C'est de sa faute s'il y a des petits seigneurs ravageurs, c'est de la faute s'il y a des oppresseurs, c'est de la faute s'il y a une anarchie féodale. C'est lui qui a jeté les germes, qui a produit les ferments de cette évolution désastreuse. Et alors, c'est tout à fait contestable. Mais cette évolution lui a été attribuée. Et par là, dans des écrits du XVIe siècle, je pense à Pasquier, je pense aux grands historiens qui ont été ensuite recopiés au XVIIe et XVIIIe siècle, le fossoyeur de la belle monarchie que Louis XIII et que Richelieu a réussi à reconstituer, c'est Charles le Chauve. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi que chaque historien écrit avec son époque et avec ses lunettes. Mais il y a une épaisseur de temps entre Charles le Chauve et nous. C'est très long, 13 siècles, c'est quand même très long, et 12 siècles et demi. Et donc, il y a une sédimentation. Et puis Charles le Chauve a été remis à la mode, par exemple, au 19e siècle, quand une certaine historiographie autour d'Augustin Thierry a répondu l'histoire troubadour. Là, on l'a trouvé charmant, etc. Mais, grossièrement, c'est vrai que la mémoire de Charles le Chauve a été confondue avec d'autres et a sombré. C'est pour ça que peut-être il méritait un petit quelque chose. Merci Laurent Tess. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bien entendu, on a évoqué qu'une toute petite partie du livre, chers auditeurs, que je vous invite vraiment à parcourir. Donc Charles le Chauve, L'Empire des Francs, une biographie qui vient de sortir, une biographie avec un essai biographique. Un essai biographique avec des chapitres qui partent des événements où la chronologie s'explique de manière un petit peu différente que les biographies qu'on a l'habitude de lire, un essai biographique donc paru aux éditions Gallimard. Je vous remercie C'est pour moi votre... qui vous remercie beaucoup. Et je vous remercie également, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.